Bonjour à tous, nous sommes dans le cadre d'une soirée d'échange parents professionnels, l'éthique, un outil pour décider quand plusieurs choix sont possibles. Tous concernés, enfants, parents, professionnels. Donc je suis Isabelle Poirot, je suis médecin de rééducation pédiatrique, je travaille à l'hôpital depuis très longtemps, mais aussi dans le secteur médico-social et je m'intéresse à l'éthique depuis de nombreuses années. Et en particulier, je suis coordonnatrice de la commission éthique du réseau R4P et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, je vous parle pour qu'on puisse avoir un petit support de discussion parce que discuter entre parents et professionnels, c'est essentiel pour qu'on avance ensemble sur les questions fondamentales de l'enfant avec handicap. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du consentement qui est un outil de l'éthique. Alors, soyons très clairs, tout mon discours aujourd'hui ne va pas du tout parler du consentement qui est parfois celui d'une signature que l'on oblige à mettre en bas d'un document soi-disant d'information, qu'on oblige les médecins à faire signer et qu'on oblige les parents à signer. Donc ça, vous voyez, c'est non. Je ne parlerai pas de ça. Ça, ce n'est qu'un parapluie juridique. Le consentement, ça unit deux personnes dans le respect de la bienveillance. Alors, avant de vous parler du consentement, je voudrais donner quelques bases, quelques mots sur l'éthique et la bioéthique. C'est des choses que vous avez sans doute déjà entendues, mais on est un peu obligé de reprendre ça avant de parler du consentement, le consentement en termes de bioéthique. Alors, l'intérêt de la réflexion éthique dans notre quotidien. Il faut savoir que cette réflexion éthique, elle est opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un concept abstrait, réservé à une élite intellectuelle, elle fait partie de notre quotidien, elle est empreinte de nuances, ce n'est pas du noir ou du blanc, ce n'est pas du oui ou du non, on est là pour discuter. Et la bioéthique, c'est l'éthique de la vie, mais de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Je vous ai mis là un lien qui vous permettra d'aller sur une chaîne YouTube où vous aurez une petite animation de 2 minutes sur comprendre la bioéthique en 2 minutes, donc si vous avez besoin ou envie. Alors, les 4 principes de base de bioéthique, j'ai pris ceux de Beauchamp et Childress, mais plein de gens en ont donné. Je trouve que ceux-là, c'est les plus opérationnels, c'est les plus simples. Et c'est pour ça que voilà, ils sont, à mon avis, accessibles. Il y a l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et la justice. Ces 4 principes, en principe, on les met dans l'ordre non-malfaisance, c'est primum non nocere. La bienfaisance, qui est très différente de la non-malfaisance, parce qu'en fait, 1, on ne fait pas de mal aux gens, mais 2, non seulement il ne faut pas leur faire de mal, mais il faut leur faire du bien. Donc c'est 2 principes vraiment différents, parfois ils sont confondus, mais en fait ils sont proches, mais ils demandent vraiment un acte de bienfaisance. Et puis l'autonomie, c'est le respect de l'autonomie de la personne, et la justice. Et en fait ces 4 principes parfois ils sont en contradiction. Parfois pour être juste, on n'est pas forcément parfaitement bienveillant. Mais on voit parmi ces 4 principes lequel est prioritaire dans la question qu'on débat. Et aujourd'hui, pour le consentement, j'ai mis le respect de l'autonomie comme critère prioritaire sur ces 4 principes. Alors, une petite animation pour redire au niveau de la bioéthique, la question fondamentale qu'on se pose, pourquoi on fait de la bioéthique, c'est pour savoir comment agir au mieux. Alors, il y a une balance entre ce que je veux et ce que je peux. Et cette balance, elle va trouver un équilibre pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce que parfois, ce que je veux et ce que je peux sont vraiment pas du tout équilibrés. Je veux le bien et je peux faire le mal, et qu'est-ce que je fais entre les deux? Et donc là, puisque nous sommes sur une assemblée, une discussion parents professionnels autour des enfants en situation de handicap, j'ai pris l'exemple d'une indication chirurgicale d'arthrodèse vertébrale. Alors l'arthrodèse vertébrale,
C'est des tiges qu'on met dans le dos, je vous ai mis une photo là. C'est des grandes tiges tout le long de la colonne vertébrale pour les enfants qui ont une scoliose. Et donc, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit agir? Est-ce qu'il faut opérer, pas opérer? Est-ce que l'enfant est trop grave? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable, etc. Alors, on a 3 triangles en fait. On a le triangle soignant, le triangle parent et le triangle enfant. Donc, voyons d'abord le triangle côté soignant. Côté soignant, ce que je veux. Alors, le soignant, il peut vouloir, en tant qu'individu, en tant qu'individu qui a choisi de soigner, il peut avoir différentes choses. Il peut vouloir arrêter les souffrances, prendre soin, mais certains soignants préfèrent prendre soin des plus vulnérables, d'autres des plus riches, d'autres des plus faciles à soigner. Ça dépend ce qu'ils sont, parce que chaque soignant est un individu avec une histoire, une culture particulière et une volonté particulière. Il peut vouloir une place sociale forte, être un bon technicien, etc. Et puis de l'autre côté, ce que le soignant peut faire, ce qu'il peut. Il peut opérer, il peut refuser d'opérer, il peut mettre un corset, proposer la ventilation nasale non invasive avant la chirurgie, dire « oh là là, il faut absolument une gastrostomie, sinon je n'opère pas ». Il peut demander aussi conseil à un confrère ou confier l'enfant à un confrère. Il peut suivre les recommandations de l'ARS, ça lui est fortement recommandé, mais il peut aussi ne pas les suivre. Donc, entre ce qu'il veut et ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour l'enfant, parce que c'est le premier concerné, pour les parents, et je rajoute pour lui-même, parce que dans la triangulation, il existe aussi en tant qu'individu. Maintenant, voyons le triangle côté parent. Alors, côté parent, ce que le parent peut vouloir, c'est des exemples pour son enfant, ça peut être éviter la souffrance, selon l'histoire médicale de l'enfant qui a peut-être beaucoup souffert et les parents disent « stop, là c'est fini ». Ils peuvent vouloir une posture assise plus droite, que l'enfant regarde en face, alors que depuis la scoliose, l'enfant n'arrive plus à regarder correctement, à lever la tête. Ils peuvent vouloir une espérance de vie meilleure, une meilleure qualité de vie, enfin c'est des exemples que j'ai mis. Et puis il y a aussi le parent, ce qu'il veut pour lui-même. Peut-être que cette arthrodèse vertébrale, cette chirurgie qui va être longue, ça va l'obliger à arrêter son travail et il ne veut pas arrêter son travail. Peut-être qu'il ne veut plus souffrir de la souffrance de son enfant. Ça, il n'en peut plus. Il dit « stop, moi, souffrir encore, de le voir dans cet état, c'est non ». Il peut vouloir aussi que cessent les responsabilités. Puis j'ai mis 3 petits points parce que ça, c'est côté parent, je ne suis pas... c'est vous qui serez à même de donner des exemples là. Et puis, il y a ce que le parent peut face au soignant. Alors, qu'est-ce qu'il peut? Il peut accepter sans condition l'arthrodèse. Les médecins, ils savent tout, mais je vous fais confiance, docteur, allez-y. Ça existe encore. Il peut refuser, sans explication, dire votre arthrodèse, moi, j'en veux pas, terminé. Il peut accepter sous condition, en discutant. Il peut aussi argumenter un refus, etc., etc. Et donc, entre ce qu'il veut pour son enfant et ce qu'il peut faire être en face du soignant, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit faire pour son enfant? Je redis, c'est lui le premier concerné, et pour lui-même, parce que cette chirurgie, elle va impacter bien sûr l'enfant et sa vie, mais elle va impacter aussi les parents et la vie des parents. Troisième triangle, le côté enfant. Alors là, on a déjà vu que le soignant, il avait son idée très particulière sur l'arthrodèse, le parent, il avait une idée autre, et l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il peut vouloir? Il peut dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas manquer l'école, c'est de faire comme les copains, c'est de plus jamais aller à l'hôpital, c'est de plus avoir de corset, parce que ce corset que je porte depuis des années, j'en ai marre. Il peut dire, ah, mais je veux bien qu'on m'opère, parce que comme ça, je vais courir. Il peut vouloir faire plaisir à ses parents, ça peut être sa préférence première. Voilà, et j'ai mis 3 petits points, c'est aussi des exemples. Et puis, il y a ce qu'il peut faire. Alors l'enfant, il peut obéir. Il dit rien, il obéit. Il peut aussi juste faire confiance, dire son avis,
contredire ses parents. À une période, il a bien envie de contredire. Il peut aussi se mettre en colère, mais il peut aussi se renfermer sur lui-même, tout accepter et être très passif par rapport à ce choix. Et en gros, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais là, pour lui-même. Voilà, ça c'était un peu les bases que je voulais vous donner sur l'éthique. Et c'est des bases sur lesquelles vont reposer la réflexion sur le consentement en termes de bioéthique. Donc le consentement en termes de bioéthique, qu'est-ce que c'est? Donc cette diapo, le consentement, ce n'est pas un oui. Voilà, c'est pas un oui. Je vous donne ici 2 définitions du consentement. Elles vont être trop rapides, mais on va les développer dans les diapos suivantes. Je donne d'abord la définition de Jean-Claude Amezen, qui était président national président du Conseil éthique national, et qui a écrit « Ce qu'on appelle le processus de consentement libre et informé est avant tout le droit reconnu et donné de pouvoir dire non. Le consentement vient après. C'est dire oui, mais après avoir pu dire non. » Donc cette définition, elle est extraordinairement intéressante pour résoudre plein de questionnements autour du consentement. J'en propose une deuxième qui me semble plus proche du quotidien des choix que l'on peut avoir à faire. Le consentement, donc c'est la deuxième définition, le consentement est un oui qui engage et demande réflexion face à un choix complexe. C'est un oui intime, que la personne qui consent s'adresse en priorité à elle-même, avant de la donner librement à la personne qui l'a sollicitée. Et on va voir un petit peu cette deuxième définition. Voyons d'abord la première étape ici. La première étape, c'est l'information. L'information, elle doit être adaptée. Donc, celui qui va donner l'information, disons bien entendu le médecin qui va donner l'information aux parents ou à l'enfant, il doit s'adapter aux parents. Alors, il y a besoin d'un interprète parce que les parents ne parlent pas français, ça tombe sous le sens, il nous faut un interprète. Mais sachez que parfois, il y a une information qui est donnée à des parents qui ne parlent pas français et qui ne comprennent pas très bien le français et qu'il n'y a pas d'interprète. Bon, donc, il faut que cette information elle soit adaptée. Adaptée aussi à la compréhension. Il ne faut pas hésiter à faire des schémas, à avoir des livrets, à montrer des vidéos, à donner des liens, à tout mettre en œuvre la pédagogie pour que l'information puisse être le mieux adaptée à la personne. Deuxième chose, cette information, elle doit être experte. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de mettre une fausse nouvelle là, sur le net qui doit la donner. Experte, parfois il y a besoin de plusieurs experts. Par exemple, sur l'arthrodèse, il va y avoir besoin bien sûr du chirurgien qui va opérer pour expliquer comment ça va se passer, etc. Mais aussi du médecin de rééducation pédiatrique qui va pouvoir expliquer le quotidien de l'enfant, qu'on peut imaginer le quotidien avec l'arthrodèse. Et puis, il peut y avoir donc d'autres médecins éventuellement, mais il peut y avoir aussi un troisième expert qui est un autre parent, un autre enfant. La paire-aidance fait partie de l'expertise. Cette information, elle doit être complète. Alors tout le monde le sait, bénéfice, contrainte, bénéfice-risque, ça, personne ne l'oublie. Par contre, il y a une chose qu'on oublie fréquemment et qui est pour moi encore plus importante que les bénéfices et les risques, c'est la part d'incertitude, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne peut pas prévoir. La part d'incertitude, elle peut être peut-être que ça va être mieux que ce que je pense, peut-être que ça va être pire. Peut-être que le dos raide,
lui permettra quand même de faire ses transferts, mais peut-être qu'avec son dos raide, il n'arrivera pas à faire ses transferts. Je donne un exemple pour l'arthrodèse, mais... Et cette part d'incertitude, c'est ce qui fait toute la complexité du choix, mais elle doit être dite, parce que si le médecin a une information qui est trop sévère, histoire de « je cadre bien, je dis trop sévère, comme ça, si jamais c'est mieux, le parent sera content et l'enfant encore plus », eh bien pas du tout, parce que c'est porteur d'angoisse et on peut, le parent peut se poser la question, mais je suis obligée de le faire, mais où je conduis mon enfant? Le médecin me dit qu'il y a un risque énorme d'arrêt cardiaque en pleine opération, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, une annonce qui est trop rassurante. Bon, alors ça va bien se passer, vous inquiétez pas, en 5 jours d'hospitalisation, 2 jours de réa, il sort à 15 jours. Non, parce que ce n'est pas n'importe quoi, c'est quand même une intervention chirurgicale qui a des risques. Donc, voilà, une information complète, elle doit dire la part d'incertitude, elle doit se dire en vérité. Je vous montre ici la deuxième étape du consentement, que je vous ai mise là au milieu. Existe-t-il une contrainte? Alors la contrainte, on va voir comment on peut faire pour être sûr qu'il y a une absence de contrainte. On n'en est jamais vraiment sûr, on tend vers, mais il est difficile d'être vraiment très tranché là-dessus. Alors il y a la contrainte physique, on passe dessus, bien sûr il ne faut pas taper sur quelqu'un pour l'obliger à décider. Là, je vous parle de la contrainte morale qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus insidieuse. Par exemple, quand on dit « mais fais ça pour moi », eh bien non, on ne fait pas ça pour l'autre, il faut d'abord faire ça pour soi. Quand on est bien sûr devant des choix de vie, des choix avec des conséquences sur sa propre vie. Ou alors une autre expression, si tu ne le fais pas, je romps notre alliance. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, je m'en vais. Si tu ne le fais pas, je n'accepte plus. Si tu ne le fais pas, voilà. Donc ça, c'est de la contrainte morale. Et il y en a une autre qui est très intéressante, qui est souvent passe inaperçue, c'est la contrainte d'autorité. C'est-à-dire que le médecin, parfois, il va dire « moi, à votre place ». Et en fait, ça, c'est pas envisageable une seule seconde, parce que l'individu médecin, il a une histoire, une culture, des certitudes qui sont à lui, et le patient, il a une histoire, une culture et des certitudes qui sont les siennes. Et c'est très difficile pour des parents face à quelqu'un d'autorité de pouvoir s'opposer à son avis. C'est pas simple pour un parent d'être en face d'un médecin qui se présente comme un médecin, comme un professeur, et non seulement comme un professeur, mais comme un expert. Et donc, devant un expert, on se la boucle, parce que justement, comme il est expert, il sait tout. Voilà, donc je vous ai mis ce petit dessin. Peut-être vous ne le voyez pas, mais le bonhomme ici, il a une petite cravate, et lui, il n'a rien du tout, et c'est un petit parent. Une autre contrainte, c'est la contrainte de temps. La contrainte de temps, quand on n'a pas le temps de réfléchir, eh bien, c'est une contrainte, parce qu'on est un peu dans l'émotion, et dans une décision qui va être prise dans l'émotion. Ça va être, on le verra après sur les métapréférences, ça va être un choix sur une préférence de base, une préférence vite fait, il y a de l'émotion, il faut que je réponde. Et donc, prendre le temps est essentiel. Par exemple, l'arthrodèse, on n'est pas à 8 jours près, on n'est pas à un mois près. Il faut prendre le temps de réfléchir, de rencontrer d'autres experts, d'autres familles, etc. Voilà, donc pour s'assurer au mieux de l'absence de contrainte, on laisse une vraie place au refus, c'est la définition de Jean-Claude Damezen, donner la place du non avant de dire oui, un délai de réflexion, et le refus, c'est-à-dire le mot non, qui doit être accepté sans condition. Enfin, la troisième étape. La troisième étape, les métapréférences ont-elles été respectées? Alors, les métapréférences, avant de vous parler de la théorie des métapréférences, je vais vous donner un exemple. Et on va prendre l'exemple de la gastrostomie.
L'indication de gastrostomie chez un enfant en situation de handicap et qui a un handicap sévère est très, très compliquée. Pourquoi? Donc là, je vous ai mis une petite question. Pouvez-vous classer vos préférences pour votre enfant, pour vous? Et je vous mets toute une liste de choses qui sont en lien avec la gastrostomie. Par exemple, en tant que parent, je voudrais que mon enfant garde le plaisir de manger. Ou bien je voudrais qu'il ne soit pas en danger à chaque repas parce qu'il fait des fausses routes et à chaque repas, il manque de s'étouffer. Ou bien je voudrais qu'à l'IME, il puisse être nourri par le personnel et le personnel ne veut plus le nourrir parce qu'il fait trop de fausses routes. Ou alors je voudrais qu'il puisse manger des morceaux parce que vous comprenez, manger de la viande, c'est important. Je voudrais que les repas soient moins longs. Je voudrais que son rythme soit respecté. Qu'il prenne un peu de poids. Mais je ne voudrais pas qu'il soit trop lourd à porter. Je ne voudrais pas devenir son infirmière. S'il y a une gastrostomie, peut-être que je crains. Je voudrais qu'il soit moins hospitalisé. Il est tout le temps hospitalisé. Il fait des infections bronchiques à répétition. Ou alors je voudrais qu'il puisse dormir en paix. Vous voyez tout ce que j'ai mis là, c'est toutes des choses qui vont être en lien avec la gastrostomie, la faire ou pas la faire. Et donc, chaque parent a son histoire particulière. Il va classer toutes ces choses de la plus essentielle pour lui jusqu'à la moins essentielle. Et la méta-préférence, c'est la plus essentielle en lien avec ses valeurs profondes. Il faut bien comprendre que le classement de tout ça, il ne sera pas le même en fonction des parents, en fonction des enfants et en fonction de leur histoire et de leur vécu. Donc, recherchez les méta-préférences. Les méta-préférences, c'est Amartya Sen, qui est un économiste, qui a adapté la notion de méta-préférence en économie à la question de l'éthique, qui a mis de l'éthique en économie. Alors, je vous lis la diapo en même temps. La préférence de premier ordre, donc il y a une préférence de premier ordre et il y a une méta-préférence. La préférence de premier ordre, elle est celle qui comble un désir immédiat, qui évite une frustration. Elle est centrée sur soi et elle fait appel à ses sens, ses émotions. C'est le cerveau reptilien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on n'a pas le temps, on est tout de suite dans l'émotion et on prend ce qui est le plus facile en fonction de ses sens et de ses émotions. J'ai faim, je mange. Point. À l'autre extrême, les méta-préférences sont réfléchies. Elles ne sont pas tournées uniquement vers notre intérêt personnel. Elles expriment nos valeurs idéologiques et elles font appel à notre cerveau cortical. Ça, peu importe. Et donc, entre les deux, il y a tout un tas de préférences. Et donc de la plus primaire à la plus évoluée. La méta-préférence, si je reprends cette idée de j'ai faim, je mange, ça va être j'ai faim, avant de manger, je vais voir autour de moi, y a-t-il d'autres personnes qui ont faim et qui ont besoin aussi de manger? Vous voyez, on se décale de soi-même, c'est pas juste j'ai faim, je mange, c'est et les autres. Voilà. Donc consentir en fonction de ses valeurs profondes, il faut savoir que c'est ce qui permettra le moins de regrets si un jour le choix est questionné. Je vais revenir sur le consentement, sur ce classement des préférences, et j'ai écrit là le consentement est un oui multiple. Alors je prends un autre exemple, donc toujours en lien avec les méta-préférences et le consentement. On reprend l'exemple de l'arthrodèse. L'arthrodèse, je vous ai mis ici toute une série de propositions liées à l'arthrodèse, comme tout à l'heure avec la gastrostomie. Est-ce que vous dites oui pour un dos droit, pour un arrêt de l'affaissement du tronc, pour une disparition des douleurs, pour une meilleure station assise, la mise en place d'une gastrostomie préopératoire, prendre le risque d'un arrêt cardiaque pendant l'opération, prendre le risque d'une infection, une qualité de vie qui devrait être meilleure, une vie qui devrait être plus longue, un arrêt du corset, une grande cicatrice dans le dos. Et ça, c'est pareil. On peut le classer
et chacun va le classer différemment. Alors, ce que je veux dire là, si par exemple, on dit, quand on a classé tout ça, le parent dit, moi ça, prendre un risque d'un arrêt cardiaque pendant l'opération, c'est non. Je ne prendrai pas ce risque. À ce moment-là, le non, il concerne toutes les autres propositions. Si c'est non pour ça, c'est non pour tout. Parce que le risque, il existe, et s'il ne veut pas le prendre, eh bien, il n'y a pas l'opération. Et c'est plus facile de dire non que de dire oui. Parce que là, cette proposition-là, moi, mon enfant, je ne prends pas le risque, point terminé, hop, au revoir, merci. Et c'est un peu le parent qui dit au médecin non merci et qu'on ne revoit plus jamais. Or, dire oui, si on dit par exemple, ok, je consens à une arthrodèse, eh bien là, on va tout prendre. On va prendre, ok, le dos droit, l'arrêt de l'affaissement du tronc, la disparition des douleurs, il n'y a plus de corset, génial, tout ça, on est content. Mais on prend avec le risque cardiaque pendant l'intervention, le risque d'une infection, la grande cicatrice dans le dos, etc. Donc le oui, c'est pas oui à une chose. Autant on peut dire non à une chose et ça emporte tout, autant là, quand on dit oui, on prend tout, et même la part de risque. Vous voyez que malgré le classement de ces préférences, on a une complexité de la réflexion. Voilà. Et puis, il y a une petite chose sur la métapréférence de l'enfant, parce que je vous ai fait classer parents, mais l'enfant, lui, il classerait les choses comment? Parfois, selon son âge, selon sa maturité, il n'est pas toujours en capacité d'identifier ses valeurs profondes, ses préférences. Et souvent, pour l'enfant, sa métapréférence, c'est de faire confiance à ses parents. Deux diapos et j'ai terminé. Le consentement en termes de bioéthique, c'est une dernière note très importante, il est réciproque. C'est-à-dire que les parents ont consenti ou pas, très bien, mais le médecin a aussi un consentement à donner. Le médecin peut avoir des métapréférences contraires, inverses de celles du parent. Je prends un exemple qui est en dehors de ce qu'on a vu là, mais qui est tellement caricatural que vous comprendrez tout de suite. L'interruption médicale de grossesse, le médecin informe sur le handicap de l'enfant à venir, le fœtus a une malformation, et les parents choisissent une interruption médicale de grossesse. Le médecin, si c'est métapréférence personnelle, parce que lui aussi a une histoire, des valeurs, des certitudes, etc., si le médecin n'est pas d'accord avec interrompre la grossesse parce qu'il estime que le handicap de l'enfant ne justifie pas un tel acte, il ne le fait pas. Il a un droit de retrait et il dit non, parce que lui, ses métapréférences sont inverses de celles des parents. Et là, je ne dis pas que les métapréférences des parents sont meilleures ou pas meilleures que celles du médecin et celles du médecin meilleures ou pas meilleures que celles des parents. C'est deux êtres qui ont deux possibilités différentes, enfin deux réflexions de vie différentes. Les métapréférences d'un parent qui préfère une interruption médicale de grossesse parce qu'il ne veut pas mettre au monde un enfant qui risque de trop souffrir, ou les métapréférences d'un parent qui dit « moi, hors de question qu'on interrompe la grossesse parce que la vie n'a pas de prix », ces deux métapréférences au sens où elles font appel aux valeurs des parents, c'est bien deux métapréférences, et elles sont complètement opposées, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc, peu importe, là je m'égare, ce que je veux dire c'est que le médecin a aussi un consentement à donner, et s'il n'est pas d'accord avec le choix du parent, il peut tout à fait confier les parents et l'enfant à un confrère. Un bémol cependant à cela, si et seulement si, l'enfant n'est pas en danger. Primum non nocere, premier élément des principes de bioéthique. Si l'enfant n'a pas un manque de chance avéré, deuxième principe, la bienfaisance, l'autonomie des parents ne leur donne pas le droit de vie et de mort sur l'enfant. En conclusion, classer ses préférences. Dans la relation soigné-soigné, soignant-soigné, les deux protagonistes ont un consentement à donner à l'autre, après avoir
dit oui à lui-même. Et donc, je vous redis la définition que je vous propose. Le consentement est un oui qui engage et demande réflexion face à un choix complexe. Un oui intime que la personne qui consent s'adresse en priorité à elle-même avant de le donner librement à la personne qui l'a sollicité. Et je vous remercie vraiment. Un peu de bibliographie si vous le souhaitez, quelques livres qui peuvent vous intéresser. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.